Et si les films les plus explosifs des années 1970 n'avaient jamais fait les gros titres, ce soir, nous dévoilons 15 bobines enterrées, des histoires plus brûlantes que le disco et plus incisives qu'un couteau, oubliées par le public mais vénérées par les cinéphiles acharnés. Baissez les lumières, lancez le projecteur et gardez votre calme. Ces trésors cachés sont sur le point de s'emparer de votre soirée cinéma. Bienvenue dans 15 autres trésors cachés des années 70. Un cinéma qui vous époustouflera. Commençons. Les amis d'Eddie Coyle, 1973. Imaginez une vie où chaque ami est un ennemi potentiel et chaque conversation pourrait être la dernière. C'est la réalité glaçante pour Eddie Coyle, un trafiquant d'armes déchu, essayant de survivre un dernier hiver dans le froid milieu criminel de Boston. Interprété avec une brillance fatiguée par Robert Mitchum, Eddie n'est pas un gangster puissant. C'est l'intermédiaire, celui que l'on appelle quand on a besoin de quelque chose d'illégal sans vouloir se salir les mains. Eddie est fatigué. Il a une peine de prison qui lui pend au nez et une équipe qui le trahirait pour une réduction de peine. Ce n'est pas le cinéma criminel trépidant des courses-poursuites et des fusillades bruyantes. C'est calme, méthodique, presque banal. Le réalisateur Peter Yates capture un monde où la trahison n'est pas choquante. Elle est attendue. Le dialogue est rempli de tension. Pas à cause de ce qui est dit, mais de ce qui est pas. Mitchum joue Eddie comme un homme qui a été frappé trop de fois et sait qu'il n'y a plus de retour possible. Sa performance est presque tragique dans sa subtilité. Un vieux truand essayant d'acheter la sécurité avec des secrets. La vraie peur ne vient pas des flics ou des mafieux, mais de la réalisation que personne, pas même vous-même, ne peut être digne de confiance. C'est un film qui fait frissonner sans élever la voix, un bijou enfoui dans la morosité. Wanda. Certains films crient leur brillance. Wanda ne fait que respirer. Réalisé et interprété par Barbara Loden, ce récit profondément personnel suit une femme qui quitte son mariage et tombe dans les bras d'un criminel, non par amour, mais parce qu'elle ne sait pas où aller d'autre. Dans le cœur noirci de charbon de la Pennsylvanie, Wanda flotte comme un fantôme à travers les dîners, les motels et des moments qui ne mènent jamais vraiment à un changement. Ce qui rend Wanda révolutionnaire, ce n'est pas son intrigue, c'est son honnêteté. Loden dépeint une femme qui ne cherche ni liberté ni émancipation, mais simplement un endroit pour disparaître. Le film a une sensation brute de documentaire, utilisant des non-acteurs et des lieux réels pour donner à chaque image un sentiment hanté. Réalisme. Elle ne décrit pas Wanda comme une héroïne ou une victime. Elle est juste perdue. Et pour une fois, la caméra ne juge pas. Tournée avec un budget dérisoire, avec des scènes souvent improvisées ou capturées en une seule prise, Wanda donne l'impression d'un cinéma réduit à son âme nue. Il n'y a pas de glamour ici, pas de musique grandiose, juste du silence, des cigarettes et une femme trop fatiguée pour faire semblant. Oublié pendant des années, il est désormais reconnu comme une voix pionnière du cinéma féministe, non pas pour sa défiance, mais pour son honnêteté brutale sur ce que signifie disparaître. Rolling Thunder, 1977. Quand le major Charles Rana rentre chez lui d'un camp de prisonniers vietnamiens, il est accueilli non pas avec gratitude, mais avec un détachement poli. Il a été brisé, rassemblé par la routine et la douleur, seulement pour être à nouveau brisé lorsque sa famille est brutalement assassinée. Ce qui suit n'est pas une histoire de vengeance conventionnelle. C'est une descente dans une sorte d'engourdissement poétique, où chaque acte de violence est un écho vide de tout ce qui a déjà été perdu. William Devane joue Rana avec un calme glacé, un homme qui fonctionne comme une machine parce que c'est la seule façon qu'il connaît pour survivre. Son crochet prothétique devient une arme, non seulement physiquement, mais symboliquement, un rappel constant de ce qui lui a été enlevé, lui. Alors qu'il l'affûte, nous ne savons pas s'il se prépare pour la justice ou la destruction. John Flynn réalise avec une intensité calme, évitant le spectacle au profit d'une peur lente et croissante. Et lorsque Rana s'associe avec un camarade vétéran interprété par Tommy Lee Jones, le film prend le rythme d'une marche funèbre. Ce n'est pas une célébration de la vengeance, c'est un requiem. Rolling Thunder est brutal, intransigeant et inoubliable. Une méditation sur ce qui se passe quand la guerre vous suit chez vous. Les 9 vies de Fritz le Chat, 1974. Si l'animation avait un album punk rock, ce serait celui-ci. Les 9 vies de Fritz le Chat est une suite torride et chaotique du film original de Ralph Bakshi, repoussant les limites que les studios traditionnels n'oseraient jamais franchir. Fritz est maintenant un mari désabusé, esquivant les responsabilités à travers des rêveries sauvages qui le plongent dans des dimensions parallèles, chacune plus tordue et politiquement chargée que la précédente. Dernier. Il devient un soldat nazi, un artiste de jazz à Harlem, voire un cosmonaute, autant de métaphores pour une société sombrant dans l'absurde. Le film ne suit pas un scénario autant qu'une
rêver de fièvre de nihilisme et de satire. L'animation est délibérément grossière, ses personnages souvent grotesques, mais il y a une méthode dans cette folie. Cela se moque de la race, de la religion, de la guerre, du capitalisme. Rien n'est à l'abri et rien n'est sacré. Fritz lui-même est un anti-héros qui se déteste, un reflet d'une génération qui a grandi avec la Révolution et s'est réveillée avec des hypothèques et des idéaux brisés. Ce qui rend ce film mémorable, c'est sa capacité à offenser et à éclairer dans le même souffle. Vous pourriez rire, vous pourriez grimacer, mais vous ne l'oublierez pas. C'est la contre-culture dans sa forme la plus débridée, brute et sans excuse. La main gauche du dieu, 1971. La main gauche du dieu de Peter Fonda n'est pas un western, c'est une histoire de fantôme déguisé en cow-boy. Butts. Lorsque le vagabond Harry Collins revient vers la femme et la fille qu'il a abandonnées 7 ans auparavant, il n'est pas accueilli à bras ouverts. Il veut s'installer, récupérer ce qu'il a abandonné, mais le temps ne fonctionne pas ainsi, et le pardon non plus. Fonda dirige avec une retenue poétique, laissant les moments s'étirer comme des ombres à travers le désert. La cinématographie est picturale, imprégnant chaque image de lumière dorée et chagrin. Warren Oates, dans le rôle du compagnon loyal de Harry, apporte une humanité poignante à une histoire d'hommes qui ne peuvent plus échapper à des regrets. Il y a de la violence, mais elle est rare, soudaine et toujours dévastatrice. Ce n'est pas un film de fusillade. C'est une histoire d'immobilité, où l'on regarde un homme tenter de réparer quelque chose d'irréparable. Les scènes finales n'offrent pas de réponse facile, seulement la compréhension silencieuse que parfois l'amour arrive trop tard. The Hired Hand est élégiaque, tendre et envoûtant, un western pour ceux qui savent ce que les véritables batailles se livrent à l'intérieur. Mikey et Nicky, 1976. L'amitié n'a jamais semblé aussi dangereuse que dans Mikey et Nicky. Le chef-d'œuvre bouleversant et méconnu d'Ellen May enferme 2 amis de toujours dans une longue nuit de soupçons, de trahison et de fraternité brisée. John Cassavetes joue Nicky, un gangster de bas niveau caché après avoir détourné de l'argent de la mafia. Peter Falk est Mickey, le fidèle pote essayant de le garder en vie. Ou du moins, c'est ce que l'on pense. Tourné principalement la nuit dans des rues désertes et des bars ombragés, le film donne une impression de claustrophobie, comme si les murs se refermaient. Chaque conversation entre Mikey et Nicky déborde d'histoires, plaisanteries internes, rancunes tenaces, promesses à moitié oubliées. Mais sous leur badinage couvre un sentiment croissant de funeste. La paranoïa de Nicky n'est pas seulement due à la drogue, elle est justifiée, mais laisse les scènes se dérouler de manière désordonnée, presque intrusive, capturant des moments de colère, de tendresse et de cruauté qui semblent douloureusement réels. Il n'y a pas de musique pour guider les émotions, juste des silences embarrassants, une panique croissante et cette connaissance poignante que toutes les trahisons ne surviennent pas dans un grand geste. Elles se produisent dans des moments petits et lâches. Moments. Mikey et Nicky n'est pas juste un film de gangster, c'est un portrait brutal d'une amitié mourant au ralenti. La dernière vague, 1977. Et si l'apocalypse ne venait pas des cieux, mais montait de la terre elle-même? Dans La dernière vague, le réalisateur australien Peter Weir crée un thriller surnaturel où la pluie ne fait pas que tomber, elle noie. Richard Chamberlain joue le rôle d'un avocat de Sydney, impliqué dans une affaire de meurtre concernant des tribus aborigènes. Mais en creusant davantage, il commence à rêver d'inondations, de catastrophes et d'une prophétie antique sur la fin du monde. Weir brouille la réalité jusqu'à ce que les rêves envahissent le jour. La ville semble déséquilibrée, trop sombre, trop silencieuse, trop mouillée. Chaque flaque cache un secret. Chaque fissure dans le sol ressemble à un présage. Le personnage de Chamberlain ne découvre pas seulement un crime, il révèle une rétribution cosmique qu'il pourrait être impuissant à arrêter. Ce qui rend The Last Wave extraordinaire, c'est la manière dont il utilise la spiritualité aborigène, non pas comme une décoration, mais comme une profonde vérité. Le film suggère que la fine couche de la vie moderne ne peut pas retenir des forces plus anciennes que la civilisation elle-même. Quand le climax arrive, ce n'est pas une explosion, c'est une terreur croissante qui semble inévitablement dérangeante. Peu de films capturent la peur d'un effondrement imminent comme ce chef-d'œuvre étrange. Image, 1972. Avant que Robert Altman ne réinvente le cinéma américain avec Nashville et McCabe et Madame Miller, il a réalisé l'un des thrillers psychologiques les plus envoûtants des années 1970. Image, Susanna York joue le rôle de Catherine, une autrice pour enfants souffrant d'une dépression nerveuse dans une maison de campagne isolée, ou est-ce la maison elle-même qui nourrit ses cauchemars? Altman fracture la réalité, mêlant hallucinations, et fait jusqu'à ce que ni Catherine ni le public ne puissent les distinguer. Elle voit des étrangers se transformer en son mari, des amants décédés apparaissent, disparaissent.
réapparaître. Est-elle hantée ou se chasse-t-elle elle-même? Chaque grincement de porte, chaque rafale de vent semble amplifié comme si le monde conspirait contre son esprit. Tourné dans les collines brumeuses d'Irlande, Image donne l'impression d'un mauvais rêve dont on ne peut se réveiller. Altman ne se contente pas de montrer la folie de Catherine, il vous l'inocule. La brillante performance de York, associée à la partition glaçante de John Williams, fait du film une plongée désorientante dans les abîmes les plus profonds de l'isolement et de la culpabilité. Ce n'est pas simplement effrayant, c'est suffocant. Les frères Dayan, 1974. Pensez à Bonnie et Clyde, mais plus ivres, plus drôles, et avec des vêtements plus sales. But, les frères Dayan, également connus sous le nom de The Gravy Train, suivent deux frères de Virginie occidentale, fatigués de leurs emplois sans avenir, qui se lancent dans une vie criminelle avec des rêves de gros coups et d'argent facile. Ils ne sont pas des génies du crime, ce sont des rêveurs de la classe ouvrière qui improvisent avec plus de cœur que de raison. Réalisé par Jack Starrett et écrit par Terrence Malick sous un pseudonyme, le film vibre d'une énergie chaotique. Les frères Dayan se débrouillent maladroitement à travers cambriolage, trahison et braquage raté, tout en se disputant sur les subtilités de la vie. Femme, et quel bar propose la bière la moins chère? Mais sous l'humour potache se cache une tristesse poignante. Ce ne sont pas des méchants, ce sont des victimes d'un système contre lequel ils sont désavantagés. La chimie entre les stars, Stacy Keach et Frederick Forrest, est électrique. Vous croyez que ces gars ont grandi en volant des voitures et en partageant des packs de 6 bières. Ce sont des ratés attachants, trébuchant vers le rêve américain, avec rien d'autre que l'espoir aveugle et des fusils de chasse. Les frères Dayan sont injustement sous-estimés. Une comédie policière palpitante, avec un cœur tragique. L'Amora, un conte d'enfant du surnaturel, 1973. L'horreur gothique ne devient pas beaucoup plus étrange ou plus envoûtante que L'Amora. Situé dans une ville du sud ombragée qui semble figée dans un cauchemar, le film suit une jeune fille nommée Lila Lee, la fille d'un pasteur, attirée dans un monde sombre de vampires, de métamorphes et de blasphèmes murmurés. La cinématographie est une pure fièvre. Rêves, cabanes abandonnées, forêts brumeuses, chapelles faiblement éclairées, tout semble légèrement irréel, comme si le monde lui-même pourrissait à partir à l'intérieur. Lila Lee, interprétée par Leslie Gilb, évolue telle une innocente Alice à travers un pays des merveilles grotesques, rencontrant des horreurs qui semblent convoiter non seulement son sang, mais aussi son âme, même. Ce qui rend l'Amora glaçant, ce n'est pas le gore, c'est l'atmosphère suffocante. C'est un film où la terreur s'insinue sous votre peau et murmure à vos peurs d'enfance. Le réalisateur Richard Blackburn imprègne l'histoire de sous-entendus troublants d'hypocrisie religieuse, de répression sexuelle et d'innocence corrompue. L'Amora n'est pas seulement effrayant, c'est mélancoliquement triste. Une fois que vous entrez dans son monde d'ombre, vous n'en ressortirez peut-être jamais tout à fait indemne. Time After Time, 1979. Imaginez chasser un tueur en série à travers le temps lui-même. Dans Time After Time, H.G. Wells n'est pas seulement le père de la science-fiction, il est le héros. Malcolm McDowell incarne Wells avec un parfait équilibre d'idéalisme et de choc alors qu'il poursuit Jack l'Éventreur, qui a volé la véritable machine à voyager dans le temps de Wells et s'est échappé dans les rues chaotiques de San Francisco en 1979. Le réalisateur Nicholas Meyer fusionne magistralement la bienséance victorienne avec la crasse urbaine de la fin des années 70. Wells, habillé comme un gentilhomme anglais poli, est contraint de faire face à un futur rempli de violence, de libération sexuelle et de technologies bien au-delà de ses rêves et cauchemars. Mais ce qui le bouleverse le plus, ce ne sont pas les machines, c'est la réalisation que l'humanité n'a pas évolué du tout. Le film est à la fois une poursuite captivante et une romance déchirante, alors que Wells tombe amoureux d'une femme moderne, jouée par Mary Steenburgen. Mais planant sur chaque moment, il y a la connaissance horrible que Jack l'Éventreur pourrait prospérer encore plus dans un monde d'anonymat. Intelligent, plein de suspense, et étonnamment émouvant, Time After Time transforme la fiction de bas étage en poésie. Assault on Precinct 13, 1976. Un commissariat presque abandonné. Un gang déterminé à le détruire. Aucune échappatoire. Assault on Precinct 13 est le chef-d'œuvre à petit budget de John Carpenter, riche en suspense brut. C'est Rio Bravo rencontre l'apocalypse urbaine. Alors que la nuit tombe sur le commissariat en ruine, un groupe hétéroclite de policiers, criminels et civils doit s'unir contre un horde silencieuse de gangs de rue, agissant avec une précision presque surnaturelle. Menace. Carpenter réduit l'histoire à l'essentiel. Tension, survie et peur, primale. Son synthétiseur,
La musique bat comme un cœur, tandis que chaque balle ricoche et que chaque ombre se rapproche. Le dialogue est rare. La caractérisation est subtile. La peur est écrasante. Ce n'est pas juste un film de siège. C'est une métaphore de l'effondrement sociétal, où les règles se dissolvent et la survie devient la loi. C'est violent, mais jamais insensé. Chaque coup de feu, chaque porte barrée, chaque ampoule mourante ajoute à l'angoisse lente et suffocante. Quand le dernier affrontement arrive, il ne semble pas héroïque. Il semble désespéré, et dans ce désespoir, Assaut sur le Central 13 atteint une grandeur brutale et inoubliable. The Last Detail, 1973. Deux marins endurcis sont chargés d'escorter un jeune marin en prison militaire, mais en chemin, ils décident de lui offrir le meilleur moment de sa vie. Voilà le contexte doux amer de La Dernière Corvée, un film qui parle moins de la destination que de la liberté désespérée, trouvée dans des moments volés. Jack Nicholson, au sommet de sa vulnérabilité et de son caractère explosif, joue Badusky, un homme qui se révolte contre un système auquel il est trop brisé pour échapper. Alors que lui et le personnage d'Otis Young emmènent le naïf Meadows, Randy Quaid, de bar en bar, de bordel en bordel, le film dépouille peu à peu la fausse bravade pour révéler trois hommes écrasés par le devoir, les regrets et les occasions manquées. Le réalisateur Hal Ashby capture parfaitement la morosité américaine des années 1970. Des motels bon marché, des bières fraîches, de longues promenades à travers des villes glacées. Chaque blague est teintée de tristesse. Chaque sourire ressemble à une petite rébellion contre un monde indifférent. La Dernière Corvée ne concerne pas seulement un prisonnier. Cela parle de nous tous, portant des chaînes invisibles dont nous ne pouvons jamais vraiment nous libérer. Stalker, 1779. Il y a un endroit appelé la zone. Il exauce vos désirs les plus profonds, mais seulement si vous survivez au voyage. Dans Stalker, Andrei Tarkovsky crée une fable hypnotique et troublante sur la foi, le désespoir et le danger terrifiant d'obtenir ce que vous envie. Tourné dans des ruines industrielles sombres et en décomposition, le film suit trois hommes, le stalker, l'écrivain et le professeur, alors qu'ils s'aventurent dans la zone interdite, naviguant entre pièges invisibles et doutes existentiels. Les dialogues sont rares, mais les silences résonnent de sens. Chaque tunnel abandonné et chaque pièce inondée semble vivant, respirant la crainte et les rêves brisés. Tarkovsky vous fait ressentir le passage du temps, l'eau qui goutte, le souffle du vent, jusqu'à ce que la réalité elle-même semble s'effilocher sur les bords. Stalker n'est pas rapide, c'est lent, atrocement lent. Mais cette lenteur vous attire dans son sortilège, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne faites pas que regarder un voyage. Vous êtes en le prenant. Quand ils atteignent finalement la pièce où les souhaits se réalisent, la question n'est pas de savoir s'ils vont survivre, c'est de savoir s'ils le méritent. Stalker persiste longtemps après le générique, comme une prière chuchotée dans une vide. L'homme qui voulut être roi, 1975. Avidité, gloire, ruine. Dans The Man Who Would Be King, Sean Connery et Michael Caine jouent deux aventuriers britanniques qui partent conquérir un royaume oublié dans les contrées sauvages du Kafiristan. Et pendant un certain temps, ils réussirent. Ils ne sont pas seulement des mercenaires, ce sont des rêveurs, des fous et finalement tragiques héros. L'épopée de John Huston n'est pas une simple histoire d'aventure. C'est un vaste récit shakespearien d'arrogance et de trahison. Connery et Caine, au sommet de leur art, apportent humour, charme et finalement une dignité déchirante à leur rôle d'amis détruit par l'ambition. À mesure qu'ils montent plus haut, vous savez que la chute viendra. Et pourtant, quand cela arrive, cela vous bouleverse toujours. La cinématographie est la coupe et le souffle, des déserts immenses, des temples en ruine, des cieux infinis. Mais c'est le paysage émotionnel qui dévaste le plus. Huston dépouille la romance de l'Empire, n'exposant que l'arrogance et le coup brutal de tenter de jouer aux dieux dans un monde qui exige humilité. Les scènes finales sont inoubliables, une couronne gelée, un survivant solitaire, un rêve brisé. L'homme qui voulut être roi nous rappelle que parfois les plus grands trésors sont ceux que nous n'osons pas prendre. Et voilà, 15 chefs-d'œuvre oubliés qui n'ont pas seulement défini les années 1970, mais ont sculpté leur propre recoin secret dans l'histoire du cinéma. Dissimulés derrière les légendes des blockbusters, ces films ont osé être plus audacieux, plus étranges et infiniment plus humains. Lequel allez-vous rechercher en premier? Si ces joyaux cachés vous ont époustouflé, cliquez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour d'autres plongées cinématographiques profondes et dites-nous dans les commentaires quel film des années 70 mérite selon vous d'être mis en lumière ensuite. D'ici là, continuez à regarder, continuez à